Le 13 octobre 2025, une annonce massive est venue rompre le rythme habituel du Burkina Faso lorsque les autorités ont révélé la construction du plus grand barrage hydroélectrique de l'histoire nationale. Dans un pays longtemps marqué par des coupures répétées, cette décision, présentée comme un tournant stratégique, promettait de modifier durablement l'accès à l'énergie tout en ouvrant une fenêtre de transformation économique pour des millions de foyers. Dès ce moment-là, la question centrale surgissait. Que peut réellement changer un pari d'une telle ampleur porté publiquement par Ibrahim Traoré et avec quelles conséquences visibles pour la population? À travers ce projet gigantesque, c'est tout un futur énergétique qui semblait soudain se déplacer vers un horizon plus ambitieux et plus exigeant. Le projet de barrage annoncé en octobre 2025 ne se présente pas comme une simple infrastructure, mais comme une tentative structurée de redéfinir la sécurité énergétique du Burkina Faso à long terme. Avec une capacité annoncée de 400 mégawatts, extensible à environ 550 mégawatts grâce à l'intégration solaire, l'initiative promet une réduction notable des coupures chroniques qui affectent autant les villes que les zones rurales, où des millions d'habitants n'ont jamais connu un accès continu à l'électricité. Cette promesse énergétique s'accompagne d'enjeux économiques majeurs: l'amélioration de la production agricole grâce à une irrigation plus stable, la création d'emplois techniques et l'ouverture potentielle d'un marché industriel plus compétitif grâce à une alimentation électrique régulière. Cependant, cette ambition repose sur un investissement évalué à 500 millions de dollars, un montant qui oblige le pays à arbitrer avec précision entre risques financiers, exigences sociales et impératifs environnementaux liés à la création d'un réservoir de 200 km. Entre opportunités de transformation et vulnérabilité structurelle, le projet avance ainsi sur une ligne étroite où chaque décision peut infléchir son impact futur. Dès les premiers mois du projet, deux chiffres se sont imposés comme un révélateur immédiat de son ampleur: un réservoir de 200 km et une puissance annoncée de 400 mégawatts, avec un potentiel porté à 550 mégawatts grâce au solaire. Ces données, présentées sous la direction d'Ibrahim Traoré, suggèrent un basculement rare pour un pays dont la courbe énergétique reste historiquement marquée par des déficits structurels et une dépendance externe persistante. Dans ce cadre, le contexte devient essentiel pour comprendre la portée du projet. Le Burkina Faso subit depuis des années une pénurie chronique d'électricité, aggravée par une demande croissante dans les centres urbains et par l'absence d'un réseau capable de desservir durablement les zones rurales. Les coupures à répétition limitent la production industrielle, perturbent les services publics et contraignent millions de foyers à des solutions de fortune. À l'échelle régionale, l'Afrique de l'Ouest fait face au même dilemme, chaque pays tentant de combler un déficit énergétique aggravé par l'urbanisation rapide et des infrastructures vieillissantes. C'est dans cette dynamique tendue que l'État burkinabé a fait le choix stratégique de miser sur un barrage capable de restructurer tout un système. Le partenariat technique conclu avec la Russie traduit à la fois une volonté d'accélération et une stratégie de diversification diplomatique. L'emplacement du barrage près de la frontière ghanéenne suggère aussi une dimension géopolitique plus large: devenir un point de passage énergétique susceptible d'alimenter les voisins lorsque les capacités le permettront. Les ambitions affichées incluent également l'irrigation renforcée de milliers d'hectares, un levier crucial dans un pays où les aléas climatiques pèsent lourdement sur la sécurité alimentaire. Ce que l'on pourrait appeler en douceur un révélateur intermédiaire opère ainsi comme un pivot. Un projet unique ne peut pas à lui seul transformer entièrement un pays, mais il peut redessiner sa ligne de départ et créer une plateforme d'où d'autres mutations deviennent possibles. Autrement dit, la question n'est plus de savoir si le barrage suffira, mais comment il modifiera les conditions de départ du Burkina Faso pour les années à venir. Sur le terrain, les premiers visages du projet ne sont ni les ingénieurs étrangers, ni les responsables institutionnels, mais les milliers de travailleurs locaux mobilisés dès la fin de 2025.
Beaucoup d'entre eux, issus de zones rurales, ont suivi des formations accélérées en mécanique, en électricité ou en maintenance, accédant pour la première fois à des compétences techniques jusque-là réservées à une main-d'œuvre spécialisée. Cette montée en qualification crée un effet immédiat. Des équipes capables d'assurer la construction quotidienne, de comprendre les exigences des turbines et d'interagir avec les experts russes venus superviser certaines opérations. Pour de nombreux jeunes, ces formations deviennent une porte d'entrée vers un secteur énergétique en pleine mutation et non une simple parenthèse liée au chantier. À quelques kilomètres du futur réservoir, un autre groupe vit une réalité plus complexe. Les familles dont les terres seront englouties par les 200 km d'eau formant le lac artificiel. Ces communautés, parfois installées depuis plusieurs générations, se trouvent confrontées à des décisions difficiles concernant leurs terres agricoles et leur mode de vie. Les programmes de compensation et de réinstallation annoncés par l'État existent bien, mais leur mise en œuvre concrète demeure un sujet de vigilance pour les ONG et les observateurs. Malgré ces incertitudes, certains habitants reconnaissent que le système d'irrigation promis pourrait améliorer les rendements agricoles dans les zones périphériques du lac, à condition que les ressources soient effectivement accessibles. Dans cette phase initiale, le véritable changement perceptible n'est pas encore électrique, mais social. Des compétences émergent, des attentes se forment et un débat s'installe sur la manière dont chacun pourra tirer parti d'un projet aux retombées encore en gestation. Le déclenchement intervient le 13 octobre 2025, au moment où l'annonce publique du projet de barrage redéfinit brusquement l'agenda énergétique du Burkina Faso. Dans les jours qui suivent, le gouvernement active une feuille de route précise: études géologiques renforcées, évaluation environnementale accélérée, inventaire des terres concernées et première consultation avec les communautés situées autour de la future zone inondée. Le dispositif administratif se met en place rapidement, avec l'objectif déclaré d'éviter les lenteurs qui avaient jusque-là freiné les grands projets nationaux. Dans le même temps, les équipes techniques russes arrivent progressivement sur le terrain pour coordonner la phase d'ingénierie de base. Les convois de matériel lourd commencent leur route vers la zone frontalière, malgré des pistes difficiles et un réseau routier limité. Ce mouvement continu marque l'entrée dans un chantier dont l'ampleur logistique n'a pas d'équivalent récent dans le pays. Le point culminant survient lorsque le chantier atteint son rythme maximal, quelques mois après le lancement officiel. À ce stade, plusieurs milliers de travailleurs locaux sont mobilisés selon un système de rotation, consolidant les fondations, préparant la structure principale du barrage et installant les premières composantes des turbines. Le site se transforme en un nœud d'activité permanent où se croisent conducteurs d'engins, géomètres, techniciens, ingénieurs burkinabés et superviseurs russes. Cette intensité opérationnelle vise à tenir l'échéance fixée: une première mise en service technique en 2026, en préparation de la production d'électricité prévue pour 2027. Parallèlement, le dispositif financier s'active. Les autorités négocient l'allocation progressive des fonds nationaux, coordonnent les décaissements des prêts internationaux et surveillent les engagements pris dans le cadre du partenariat avec la Russie. Chaque étape doit être validée sans retard important, car tout glissement budgétaire pourrait menacer la viabilité économique du projet. Dans les zones alentours, les familles concernées par la création du réservoir de 200 km reçoivent les premières procédures de recensement en vue d'une réinstallation. Cette phase, sensible et scrutée par les ONG, avance en parallèle du chantier industriel, ajoutant un second front opérationnel. Les répercussions apparaissent progressivement, avant même que la première turbine ne soit installée. La formation accélérée de jeunes travailleurs crée un effet d'entraînement dans plusieurs régions, où des centres techniques temporaires ont été mis en place. Ces structures accueillent des participants venus acquérir des compétences en maintenance, en sécurité industrielle ou en électromécanique. Pour beaucoup, cette opportunité représente une première entrée dans un secteur à forte valeur ajoutée. Sur le plan économique, les entreprises locales engagées dans la fourniture de matériaux, de services logistiques ou de travaux auxiliaires
voient leur activité augmenter. Cette dynamique ouvre des perspectives de revenus qui, bien qu'étroitement liées au chantier, constituent un levier immédiat pour plusieurs communautés. En même temps, les débats publics s'intensifient. Certains habitants perçoivent le barrage comme un moteur de transformation, capable d'offrir une source d'électricité fiable à des millions de personnes. D'autres expriment des inquiétudes liées à la perte de terres agricoles et aux incertitudes sur l'issue des compensations promises. Les défenseurs de l'environnement s'interrogent sur les risques que l'inondation de la vaste zone pourrait faire peser sur la biodiversité locale. Ce mélange d'attentes, de doutes et d'observations critiques accompagne chaque étape du calendrier technique. Ainsi, la séquence déclenchement point culminant répercussion révèle que le projet avance sur deux axes simultanés. Un axe matériel, visible sur le chantier, et un axe social, fait d'adaptation, d'espoir et de vigilance. Les prochains mois détermineront si ces deux dynamiques convergent ou s'écartent. La logique du projet repose sur un basculement mesurable. Passer d'un système électrique fragile, ponctué de ruptures, à une capacité stabilisée, reposant sur un socle hydraulique majeur. Le premier repère chiffré est la puissance annoncée de 400 mégawatts, pensée comme un point d'ancrage solide pour rééquilibrer une demande devenue trop lourde pour les infrastructures existantes. Cette valeur, présentée comme le rendement minimal attendu du barrage, correspond à un volume capable d'alimenter un ensemble urbain et rural dépassant 2,5 millions de personnes, si la distribution et les lignes de transport sont installées conformément au plan. Dans un pays où des villages entiers n'ont jamais bénéficié d'un accès continu à l'électricité, cette bascule énergétique revêt un caractère structurant. Chaque mégawatt ajouté représente un gain de stabilité pour les hôpitaux, les écoles et les activités productives, tout en réduisant la dépendance aux groupes électrogènes coûteux et polluants. Le deuxième repère majeur est l'extension potentielle à 550 mégawatts grâce à l'intégration de l'énergie solaire dans le dispositif. Ce supplément d'environ 150 mégawatts n'est pas un simple ajout technique. Il traduit une tentative d'hybridation entre une source stable, l'hydraulique, et une source variable, le solaire. Cette configuration permettrait d'amortir les fluctuations de la demande en combinant deux ressources complémentaires. Toutefois, elle implique un pilotage précis des flux d'énergie, puisqu'il faudra harmoniser le fonctionnement des turbines avec la production photovoltaïque en fonction des conditions climatiques. Cette synergie, si elle est maîtrisée, pourrait renforcer la capacité du pays à répondre aux pics de consommation diurne sans fragiliser l'ensemble du réseau. Chaque watt provenant du solaire crée aussi un gain environnemental indirect. Il réduit la pression exercée sur les volumes d'oxyde d'eau utilisés pour la génération hydraulique. Un troisième ensemble de chiffres s'appuie sur la géographie du projet. La création d'un réservoir de 200 km. Cette superficie, équivalente à un vaste bassin artificiel, constitue le cœur hydraulique du barrage. Elle stockera l'eau nécessaire pour assurer la production électrique constante, tout en ouvrant la voie à un système d'irrigation étendu destiné à des milliers d'hectares agricoles. Pour les producteurs de mil, de sorgho ou de coton, cette maîtrise de l'eau représente un changement potentiel de trajectoire. Une agriculture moins dépendante des saisons irrégulières, moins vulnérable aux sécheresses soudaines et globalement plus productive. Les années où les pluies se font rares pourraient devenir moins destructrices pour les récoltes, redonnant une marge de stabilité à de nombreuses familles rurales. Enfin, l'enveloppe financière globale, fixée à 500 millions de dollars, forme la charpente économique du projet. Cette somme inclut non seulement la construction du barrage, mais aussi les lignes de transmission, les réseaux de distribution et les dispositifs environnementaux intégrés. Il s'agit d'un investissement qui exige une gestion rigoureuse pour éviter qu'un dépassement budgétaire ne devienne un fardeau pour le pays. Chaque décaissement engage un ensemble d'obligations financières, techniques et sociales. Les analyses critiques rappellent que, dans les grands projets, le risque de dérive était réel.
Toutefois, le gouvernement affirme vouloir appliquer un contrôle strict afin de maintenir l'équilibre entre ambition énergétique et soutenabilité économique. Ainsi, les chiffres du projet ne sont pas de simples données techniques. Ils forment la structure à partir de laquelle se mesure l'impact potentiel du barrage sur l'avenir énergétique et agricole du Burkina Faso. Les partisans du projet soulignent d'abord une réalité incontournable. Le Burkina Faso a subi, durant des années, un déficit énergétique chronique qui a limité la croissance industrielle et freiné l'accès des populations rurales à des services essentiels. Pour eux, la perspective d'une production de 401 à 550 mégawatts constitue une réponse directe à ces fragilités structurelles. Une électricité plus stable permettrait aux entreprises de réduire leurs coûts d'exploitation, aux hôpitaux de sécuriser leurs équipements et aux écoles de fonctionner sans interruption. L'idée maîtresse du camp favorable repose sur un principe simple. Une nation ne peut prétendre à une transformation durable sans un socle énergétique fiable. Ils mettent également en avant le potentiel de formation professionnelle généré par le chantier, qui offre à de nombreux jeunes une première entrée dans les métiers techniques et la possibilité de renforcer la souveraineté énergétique du pays à travers une combinaison hydro-solaire jugée prometteuse. Face à ces arguments, les critiques n'adoptent pas une position de rejet total, mais insistent sur l'ampleur des risques. Leur première préoccupation concerne la dépendance à un investissement unique. Concentrer 500 millions de dollars dans un seul projet expose le pays à une vulnérabilité budgétaire importante, surtout en cas de retard ou de dépassement de coûts. Les sceptiques rappelle que les grands ouvrages hydrauliques sont complexifiés par des facteurs environnementaux difficiles à maîtriser, notamment la gestion d'un réservoir de 200 km, aux conséquences écologiques potentiellement durables. Ils redoutent également que les communautés affectées par la submersion de leurs terres ne reçoivent pas de compensation réellement adaptées à leurs pertes, créant des tensions sociales susceptibles d'éroder la confiance envers les institutions. Pour eux, l'intégration d'une composante solaire dans le système n'efface pas les défis techniques d'un réseau encore fragile et peut, si elle est mal coordonnée, accentuer les déséquilibres au lieu de les réduire. Ce que l'on pourrait décrire en termes plus souples, mais comme une présentation des arguments les plus solides, réunit ainsi deux visions fondées sur les mêmes données. L'une met en avant l'opportunité historique de renforcement énergétique, l'autre insiste sur les conditions strictes nécessaires pour que cette opportunité ne se transforme pas en charge durable. Les deux camps convergent sur un point. La réussite dépendra de l'exécution, du suivi et de la gestion sociale du projet. Au milieu du chantier, une idée s'impose soudain. Le barrage n'est pas seulement un ouvrage, mais une position. Placée près de la frontière ghanéenne, l'infrastructure prend une dimension stratégique qui dépasse l'objectif initial d'alimenter le pays en électricité. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, elle devient le socle potentiel d'un rôle régional inédit, celui d'un fournisseur d'énergie capable de réorienter certaines dynamiques ouest-africaines si les capacités annoncées 400 à 550 mégawatts se matérialisent pleinement. Cette révélation à mi-parcours ne repose pas sur un discours politique, mais sur la configuration même du projet. Des lignes de transmission en préparation, un partenaire technique étranger prêt à consolider l'expertise locale et une demande régionale qui ne cesse de croître. À ce stade, le barrage apparaît comme un levier qui pourrait remodeler les interactions énergétiques, économiques et diplomatiques du Burkina Faso dans les années à venir. Pourtant, cette ambition reste conditionnée par des facteurs stricts, la maîtrise du calendrier, la gestion du réservoir de 200 km, et la capacité à atténuer les impacts sociaux des réinstallations. Si ces éléments se désalignent, la promesse régionale pourrait s'effacer au profit d'une portée strictement nationale. Pour les agriculteurs, la création du réservoir de 200 km constitue à la fois une rupture et une promesse. La rupture vient de la disparition d'une partie des terres cultivées depuis des générations, désormais destinées à être submergées.
Certaines familles redoutent la perte d'un héritage agricole difficilement remplaçable. Cependant, la promesse se trouve dans le système d'irrigation associé au barrage, une eau maîtrisée, disponible en continu, capable d'alimenter des milliers d'hectares. Dans un pays où la dépendance aux pluies reste un facteur de vulnérabilité extrême, ce changement pourrait stabiliser la production de cultures essentielles comme le mil, le sorgho ou le coton. De nombreux agriculteurs y voient une possibilité d'augmenter leur rendement, sous réserve que l'accès à l'eau soit effectivement garanti pour les exploitations situées en périphérie du réservoir. Pour les entreprises, l'effet attendu est plus direct. 400 à 550 mégawatts représentent une source d'énergie suffisante pour réduire les coupures, sécuriser les chaînes de production et diminuer les coûts liés aux groupes électrogènes. Les secteurs de la transformation agroalimentaire, du conditionnement, de la petite industrie et des services y trouveraient une marge de croissance jusque-là inaccessible. Plusieurs entrepreneurs estiment qu'une alimentation électrique stable pourrait attirer de nouveaux investissements et encourager l'expansion d'ateliers ou d'usines qui hésitaient jusque-là à s'installer durablement. L'impact ne serait pas seulement économique. La stabilité énergétique créerait des conditions plus fiables pour la planification à long terme, renforçant la résilience d'un tissu entrepreneurial souvent exposé aux aléas. Pour les populations urbaines, les bénéfices potentiels touchent la vie quotidienne. Des hôpitaux moins exposés aux coupures imprévues, des écoles fonctionnant sans interruption, des quartiers entiers libérés de la dépendance aux générateurs. Les ménages, notamment les plus modestes, pourraient réduire leurs dépenses énergétiques liées aux solutions de secours. Dans un contexte où l'électricité déterminait souvent le rythme des activités essentielles, un réseau plus stable apporterait une marge de sécurité et de confort significative. À l'échelle régionale, plusieurs signes laissent penser que le barrage pourrait modifier certains équilibres. Situé près de la frontière avec le Ghana, il pourrait devenir un nœud énergétique permettant des échanges transfrontaliers si la production excédentaire devient réalité. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso pourrait renforcer son rôle dans la coopération sous-régionale et acquérir une visibilité nouvelle dans les discussions énergétiques ouest-africaines. Ce repositionnement géopolitique s'inscrirait dans la trajectoire initiée par Ibrahim Traoré, qui voit dans le projet une opportunité de diversification diplomatique et de consolidation des relations avec ses voisins. Toutefois, cette dynamique ne pourra s'installer que si les engagements sociaux et environnementaux sont respectés et si les infrastructures de transmission sont effectivement réalisées selon les plans établis. Ainsi, les effets réels du barrage se dessinent sur quatre axes: agricole, entrepreneurial, social et régional, chacun porteur d'opportunités, mais dépendant d'une mise en œuvre rigoureuse. Dans les 6 à 12 prochains mois, le scénario central repose sur une progression régulière du chantier, marquée par des ajustements techniques mais sans rupture majeure. Les équipes locales et les spécialistes russes poursuivraient l'installation des structures clés du barrage, tandis que les travaux liés aux lignes de transmission avanceraient selon un calendrier légèrement flexible. Les communautés affectées par la création du réservoir de 200 km Latarkli recevraient progressivement les mesures de compensation promises, même si certaines zones pourraient connaître des retards administratifs. Dans ce scénario, l'objectif d'une première mise en service technique en 2026 resterait crédible, posant les bases de la production d'électricité prévue pour 2027. Le scénario optimiste imagine un alignement plus fluide des facteurs techniques, financiers et sociaux. Les décaissements internationaux seraient libérés selon les échéances prévues, permettant d'éviter les interruptions de chantier. Les travaux sur les turbines progresseraient plus vite que prévu, laissant envisager l'achèvement anticipé de certaines sections hydrauliques. L'intégration des composantes solaires, bien que complexe, pourrait bénéficier d'une coordination plus étroite entre les ingénieurs burkinabés et russes,
Dans cette configuration, le pays entrerait dans une phase de stabilisation énergétique avant même 2027, renforçant considérablement la position d'Ibrahim Traoré dans les discussions régionales et consolidant la confiance des investisseurs. Les populations locales, quant à elles, percevraient plutôt les bénéfices en matière de formation, d'accès à l'eau et de réduction des coupures. Le scénario pessimiste repose sur une accumulation de contraintes. Une hausse imprévue des coûts de matériaux ou des retards dans les financements pourrait provoquer une révision du périmètre du projet ou un étalement prolongé des travaux. Tensions liées à la réinstallation des familles installées autour du futur lac artificiel pourraient ralentir les procédures, entraînant des blocages temporaires sur certaines zones stratégiques. Sur le plan technique, une difficulté dans l'intégration solaire, combinée à une gestion insuffisamment synchronisée entre hydraulique et photovoltaïque, pourrait fragiliser les ambitions de production totale. Le risque n'est pas celui d'un arrêt complet, mais d'un glissement prolongé qui repousserait les premières retombées positives et affaiblirait l'impact géopolitique escompté. Ainsi, les trois trajectoires possibles ne se distinguent pas par le principe du projet, largement accepté, mais par la capacité du pays à maintenir l'équilibre entre financement, gouvernance et exécution technique. Les mois à venir seront déterminants pour ancrer l'une de ces dynamiques. Pour un observateur extérieur, le chantier du barrage pourrait n'apparaître que comme un vaste programme d'infrastructure parmi d'autres. Pourtant, derrière les données techniques s'étendent des réalités humaines qui donnent au projet une portée plus intime. Dans les zones rurales, certaines familles voient leur environnement se transformer sous l'effet des travaux, menant à la création du réservoir de 200 km 300 km. Pour elles, cette transition provoque autant d'appréhension que d'espoir. Appréhension face à la réinstallation et à la perte éventuelle de terres agricoles, espoir de bénéficier d'un système d'irrigation plus fiable et de possibilités économiques nouvelles. Pour de nombreux jeunes, le barrage représente une rupture avec la fatalité du manque d'opportunités. Les formations accélérées en mécanique, en électrotechnique ou en maintenance constituent une ouverture rare vers des métiers qualifiés. Certains y trouvent une perspective professionnelle durable, tandis que d'autres y voient simplement une chance d'acquérir des compétences transférables. Dans les deux cas, le projet agit comme un catalyseur qui rapproche les perspectives d'avenir des réalités locales. Pour les habitants des centres urbains, la question est plus tangible. Une électricité plus stable, c'est la garantie que les hôpitaux puissent fonctionner sans interruption, que les écoles offrent un environnement plus constant et que les activités commerciales ne dépendent plus d'une succession de pannes menaçant leur équilibre financier. Ce rétablissement de continuité, même progressif, serait perçu comme un soulagement profond. En filigrane, le public, national ou étranger, reconnaît dans cette initiative un enjeu partagé. Comment un pays peut-il se transformer en maîtrisant ses ressources tout en préservant ses équilibres sociaux et environnementaux? Cette interrogation relie le spectateur au destin du Burkina Faso, lui offrant un miroir des défis que de nombreuses sociétés affrontent à l'ère de la transition énergétique. La première étape pour sécuriser l'avenir du barrage consiste à renforcer la gouvernance technique et financière du projet. Les autorités doivent publier un calendrier clair des travaux restants: installation des turbines, finalisation des structures hydrauliques, mise en place des lignes de transmission, tout en détaillant les écarts éventuels entre les prévisions et la réalité. Une transparence régulière permettrait de maintenir la confiance des populations affectées et d'éviter que les retards ne deviennent source de tensions ou de spéculations inutiles. La deuxième étape concerne l'environnement et les impacts sociaux. La création d'un réservoir de 200 km impose la mise en œuvre de protocoles de surveillance écologique continue, incluant le suivi de la biodiversité locale, des flux de sédiments et de la qualité de l'eau. En parallèle, la réussite dépend d'un accompagnement rigoureux des familles réinstallées, compensations adaptées, accès à de nouvelles terres, dispositifs d'appui pour reconstruire des activités agricoles ou commerciales. Sans ces garanties, le projet
risquerait de perdre une partie de sa légitimité sociale. La troisième étape repose sur la montée en compétence des équipes locales. Pour que le barrage soit réellement durable, la gestion quotidienne, maintenance des turbines, entretien des réseaux, intégration solaire, doit progressivement être assurée par des techniciens et ingénieurs burkinabés. Des programmes de formation plus longs, associés à un transfert structuré de connaissances, sont essentiels pour réduire la dépendance aux partenaires étrangers. Enfin, la dernière étape vise l'intégration régionale. Si le Burkina Faso envisage de devenir un acteur énergétique d'importance, il devra renforcer ses coopérations avec les pays voisins afin d'harmoniser les interconnexions électriques, les mécanismes de partage de capacité et les normes de sécurité. Ce travail diplomatique donnera au barrage une portée dépassant le cadre national, tout en consolidant la vision portée par le gouvernement. Sur le chantier encore inachevé, l'image qui s'impose n'est pas seulement celle d'un mur de béton dressé au-dessus de la vallée, mais celle des silhouettes coiffées de casques avançant sur la terre rouge. Ce sont des ouvriers, des techniciens et des ingénieurs qui, jour après jour, façonnent la structure appelée à modifier durablement le système énergétique du Burkina Faso. Parmi eux, des jeunes autrefois éloignés des métiers techniques découvrent un univers nouveau, né d'un projet dont la portée dépasse la simple production électrique. À mesure que l'ouvrage prend forme, le barrage devient un symbole ambivalent. Il rappelle les années de pénurie, de coupures imprévisibles et de dépendance structurelle, tout en ouvrant une perspective où la stabilité énergétique pourrait enfin cesser d'être un privilège réservé aux centres urbains. Ces deux réalités coexistent, l'une éclairant l'autre, comme si le pays se tenait à la frontière entre une histoire marquée par les manques et un avenir encore fragile. Fragile mais porteur de promesses. Dans cette zone charnière, la responsabilité politique reste centrale. Si les engagements sociaux et environnementaux sont tenus, l'ambition portée par Ibrahim Traoré pourra s'inscrire durablement dans les mémoires. Sinon, la structure restera, mais son récit se fissurera. Une évidence demeure pourtant, un projet de cette ampleur n'acquiert son sens que lorsque ceux qui en vivent les conséquences s'y reconnaissent pleinement. À l'échelle du pays, le barrage ne sera pleinement jugé que lorsqu'il commencera à transformer la vie quotidienne. L'électricité qui éclaire sans hésitation, l'eau qui irrigue sans attendre la saison des pluies, les ateliers qui tournent sans craindre l'arrêt brutal des machines. Ces changements, s'ils se concrétisent, donneront au projet une signification dépassant les chiffres et les plans techniques. Ils deviendront des repères partagés, ceux d'un pays qui tente de redéfinir ses fondations énergétiques et son rapport à la stabilité. Pour les citoyens comme pour les observateurs extérieurs, la question n'est pas seulement de savoir si l'ouvrage sera achevé, mais comment il sera perçu, utilisé et transmis. Suivre l'évolution du chantier, s'informer sur les compensations, discuter des choix énergétiques ou des impacts agricoles permet à chacun de participer, même de loin, à un débat collectif qui concerne autant l'avenir national que la transition régionale. En partageant cette histoire, en posant des questions ou en observant ses prochaines étapes, chacun peut contribuer à une réflexion plus large sur la manière dont une nation construit ses infrastructures essentielles. Une interrogation demeure ouverte. Que signifie pour un pays maîtriser enfin la lumière qu'il produit?